Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois aujourd'hui Dr Marc Ruel, chirurgien cardiaque. J'ai connu Marc dans les années 90 à Québec, durant notre résidence en chirurgie générale. Après son séjour à Québec, Marc a complété une résidence en chirurgie cardiaque à l'Université d'Ottawa, puis un fellowship à l'Université Harvard. Il occupe maintenant le poste de chef de la division de chirurgie cardiaque à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Dr Ruel est une sommité. C'est donc un privilège de le recevoir aujourd'hui pour discuter du cœur, de l'impact de la COVID sur les maladies cardiovasculaires et de sa lutte pour maintenir l'accès aux soins durant les pires moments de la pandémie. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les partenaires qui supportent le balado, Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, associé à la financière Banque nationale, gestion de patrimoine, le groupe TIJ qui compte 4 concessionnaires automobiles dans la région de Québec et Go Mouton. Marc, bon matin. Bon matin, Jean-Pierre. Merci d'accepter l'invitation au balado La santé au-delà des mots. Donc, la meilleure façon de rejoindre un homme occupé, c'est tôt le matin, la fin de semaine. Donc, on est samedi matin pendant tes vacances. Donc, merci beaucoup. Tu es entre autres chirurgien cardiaque et chef à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. On s'est connus lorsque tu étais résident à Québec il y a déjà quelques années. Donc, puis tu as été donc un peu touché au niveau de ta clientèle, ta pratique par la pandémie de la COVID-19 qui a maintenant 3 ans d'histoire. Donc, c'est dans ce contexte-là que tu as accepté de me parler ce matin. Je te remercie énormément. Ça me fait plaisir, Jean-Pierre. Merci. Effectivement, comme tu dis, tu étais mon résident senior. Puis d'ailleurs, tu avais excellente réputation. Je me souviens très bien, tu avais une facilité technique qu'on recherchait, nous, les petits résidents juniors, pour prendre peut-être un anglicisme émulé ou à copier ou à arriver à faire. Puis au fil des années, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont des multiples exemples qu'on a tous. Là, puis c'est comme ça en médecine, on apprend de tous et chacun. Exactement. Puis on augmente là, un petit peu par intervalle à chaque fois. Donc, ça fait plaisir de se re-rencontrer à l'occasion de ton podcast. Puis félicitations pour cet exercice de communication que pas tout le monde fait. Là, puis je pense qu'il est bien utile. Excellent, ben, je te remercie énormément. Donc, on tombe dans le vif du sujet. Donc, la pandémie de la COVID-19, on a l'impression que c'était hier, mais ça fait déjà 3 ans. Du point de vue vraiment des maladies cardiovasculaires chez vous, là, au printemps 2020, ça s'est passé comment, du point de vue de l'impact sur la clientèle? Puis, parce que nous, au Québec, au début, tu dois savoir qu'on a tout fermé de façon préventive, alors qu'il y avait peu de cas. Là. Comment avez-vous vécu ça à Ottawa? C'est vrai, je pense que c'est un bon résumé. On a tout fermé alors qu'il y avait relativement peu de cas. Puis c'est surtout, c'est exactement ce qui s'est passé au point de vue des maladies cardiovasculaires. Comme tu sais, puis comme ton auditoire probablement le sait très bien, les maladies cardiovasculaires sont la cause principale de décès des êtres humains. Mm-hmm. C'est juste un petit peu en avant des cancers. Donc, puis en plus, contrairement à beaucoup de cancers, ça peut être prévenu, ça peut être diagnostiqué, ça peut être pris en charge. Puis même quand c'est avancé, comme je dis souvent à mes malades, 95% du temps, on est capable de traiter. Peut-être pas de guérir, mais on est capable au moins d'assurer une survie. Mm-hmm. Ça fait qu'on a une espèce de cataclysme comme ça, comme la pandémie de COVID qui ferme tout, comme tu le dis, alors il y a des impacts. Puis les impacts qu'on a vus, puis c'est très mesurable ça au niveau même de l'espérance de vie, surtout chez nos voisins du Sud, les Américains, c'est vraiment au niveau des maladies cardiovasculaires. Donc les deux ont été en parallèle. Comme tu dis, tout a fermé. Puis les gens sont restés chez eux, sont restés assis devant un écran, ils ont fait du travail virtuel, les facteurs de risque cardiovasculaires ont explosé, la prise en charge a diminué, est devenue microscopique, les rendez-vous se sont faits, incluant avec les médecins et les praticiens multiples, de façon virtuelle. Au début, on pensait que c'était le nouveau virage de la médecine. Maintenant, on se rend compte que
il y a beaucoup de limitations à faire ça. Puis le virtuel, c'est correct pour certaines affaires, mais comme vous le savez, je suis sûr que c'est pas différent au Québec que c'est en Ontario. C'est parfois maintenant difficile de voir un médecin en personne, puis il y a des choses qui se diagnostiquent seulement en personne. Donc, ça a vraiment été un cataclysme. Puis, justement, je suis content qu'on parle de ça aujourd'hui parce que les maladies cardiovasculaires ont été particulièrement affectées par la COVID. D'un impact modéré au Canada, mais d'un impact très, très important, par exemple, aux États-Unis, puis on va en parler un petit peu, j'espère, aujourd'hui. C'est ça. Je pense que c'est une de tes citations d'avoir dit que les premières victimes cardiovasculaires de la COVID n'étaient pas atteintes du virus. C'était Effectivement. des victimes collatérales. C'est collatéral, c'est que les gens sont restés chez eux, ils ont ignoré leurs symptômes. C'est la maladie, par exemple, la maladie coronarienne. Il y a trois façons, j'aime souvent dire, il y a trois façons qu'une personne peut se présenter avec une maladie coronarienne, c'est-à-dire des blocages au niveau des artères autour du cœur. Soit faire de l'angine. On est chanceux si quelqu'un fait de l'angine, en fait. C'est un peu une chance parce que c'est une présentation qui est relativement plus bénigne que les deux autres. La deuxième, c'est un infarctus du myocarde, donc une attaque cardiaque, comme les gens diraient. Un infarctus où est-ce qu'il y a vraiment nécrose, là, il y a une mort des cellules myocardiques, là, donc il y a une perte de la fonction du ventricule gauche habituellement. Ça, c'est la façon comme un petit peu entre les deux. Puis la troisième, c'est la mort subite. Puis la mort subite, ça arrive. Puis souvent, sont des lésions du tronc commun, donc l'artère principale du cœur, où est-ce que avant que cette lésion-là vraiment empire comme pendant la nuit, comme vous savez, souvent, des fois, ça se passe très tôt le matin, ces affaires-là, où est-ce qu'il y a une activation plaquettaire, puis il y a une espèce de décharge sympathique, puis il y a beaucoup d'infarctus qui se font le matin. Statistiquement, ça a bien été décrit, ça. Puis le tronc commun, qui est l'artère principale qui nourrit 90% du cœur gauche, s'il y a une lésion qui se développe comme ça ou qu'il y a une hémorragie dans la lésion, puis la lésion passe de 50% à 75% ou à 90%, pouf, ce qui peut arriver, c'est une mort subite. Puis le patient n'a même pas le temps d'avoir eu auparavant de l'angine ou de faire un infarctus. En fait, c'est un infarctus, mais c'est un infarctus extrême avec problème soit myocardique, très important, ou plus souvent une arythmie qui permet pas aux patients de conserver un pouls puis de se rendre à l'hôpital. Et puis on sait que ça, quand ça arrive à la maison, comme un arrêt cardiaque, les chances que le malade survive à l'hospitalisation puis retourne à la maison dans un bon état de santé sans AVC ou atteinte neurologique importante sont très faibles. C'est probablement dans l'ordre de 5 à 10% au mieux, dépendamment des populations, dépendamment des systèmes de santé, dépendamment des pays. Quel est on ne veut pas faire peur à nos auditeurs, mais on réalise vraiment que notre vie dépend à toute fin pratique d'une seule artère au niveau du cœur. Quel est le calibre ou la grosseur de cette artère-là chez un adulte normalement constitué? Effectivement, très bonne question. C'est entre 3 et 4,5 mm. C'est incroyable. La grosseur de cette artère-là. Le tronc commun est environ, en moyenne, gérons à peu près 4 mm. Quand même. Et les symptômes vont apparaître au niveau de l'angine lorsqu'on a une sténose. Est-ce qu'on peut dire à partir de 50%, 75%? Oui, habituellement, pour le tronc commun, on utilise, pour définir un tronc commun sévère, on utilise 50%. Quand on parle des artères qui sont plus après le tronc commun, c'est-à-dire les trois artères, l'interventriculaire antérieure, la circonflexe et l'artère coronaire droite, chaque être humain a trois artères, dont deux de ces trois-là viennent du tronc commun. Le tronc commun lui-même, il n'est pas très long. Il mesure entre 1 ou parfois même 0, 1 et 4 cm à peu près en moyenne. Puis après ça, il se divise en la circonflexe puis l'IVA. Puis pour parler de, par exemple, quelqu'un va dire j'ai besoin de 3 pontages, j'ai une maladie de 3 vaisseaux parce qu'il y a 3 vaisseaux autour du cœur. Là, habituellement, on l'utilise pour ces artères-là qui sont des subdivisions du tronc commun, dans l'occurrence pour 2. On utilise 70% habituellement. OK. Fait que souvent, les patients vont dire « Oh, j'ai eu 5 pontages ou 3 pontages ou 6 pontages. » C'est pas parce qu'on a 6 artères séparées autour du cœur ou qu'on en a 5 ou En fait, on en a 3. La plupart des gens en ont 3, puis comme les médecins savent bien, 15% des gens chez qui la troisième est très, très petite. Donc, on dit que ce sont les gens qui ont une dominance gauche, puis en fait, ils vivent pas mal sur 2. Mais ceci dit, ces artères-là ont des branchouilles ou des branches. Puis quand c'est pas des branchouilles, puis que c'est vraiment des branches, puis que ça mérite
d'être ponté parce qu'il y a une sténose importante dessus puis que la branche a une belle grosseur aussi. Donc, on fait plus de pontage. OK. Puis, on va en faire, au lieu d'en faire 3, par exemple, on va en faire 4 ou 5, etc. Dépendamment c'est un peu quelque chose que le chirurgien évalue, de l'occurrence avec le cardiologue, puis on regarde aussi la présentation du malade, combien d'angines, de quoi ont l'air les artères qui vont être pontées, etc. Écoute, on pourrait faire un podcast juste là-dessus, donc... C'est vrai. Ouais, je ne veux pas me perdre trop en détail, là. Je m'excuse. Non, c'est tellement intéressant. Écoute, as-tu une idée du nombre de décès qui ont été causés, peut-être soit en Ontario ou au Canada, parce qu'on pourra extrapoler simplement par la diminution de l'accès aux soins durant la pandémie? Avez-vous des statistiques là-dessus? Écoute, au Canada, on manque de statistiques à ce niveau-là. OK. Puis on n'a pas vraiment de statistiques directes. Ce qu'on peut te dire, et à ton auditoire, Jean-Pierre, c'est que nous, au niveau de la Société cardiovasculaire canadienne, c'est ça nous a inquiétés dès les premières semaines, les premiers mois de la COVID. Puis on a mis en place un registre qui est encore disponible. C'est C3I, en anglais C3I. Si tu mets ces 3 lettres-là dans ton browser, là, dans ton navigateur Internet, tu vas tomber sur ce registre-là. Puis en fait, on voulait continuer de surveiller l'accès aux procédures, le nombre de procédures qui se faisaient à l'échelle pan-canadienne. On n'a pas tous les centres. Par exemple, en chirurgie cardiaque au Canada, il y a 31 centres seulement dans tout le pays qui font de la chirurgie à cœur ouvert. Okay. Pas plus que ça. Puis c'est incroyable de voir le parallèle, par exemple, par rapport à nos voisins américains. Si on regarde une ville comme Philadelphie ou une ville comme Chicago, à Chicago, il doit y avoir 45 centres de chirurgie cardiaque qui font de la chirurgie à cœur ouvert. Philadelphie, probablement autour de 40 aussi. Puis c'est pas New York, c'est pas Los Angeles, mais c'est incroyable de voir. Mais en contrepartie, les centres au Canada sont relativement bien nantis. C'est des centres qui sont gros. C'est des centres il n'y a pas de petits centres qui vont faire seulement 100 ou 150 opérations cardiaques par année. C'est tous des centres qui vont faire plusieurs centaines, puis certains centres comme Ottawa, Québec, l'ICM à Montréal, vont faire quelques milliers de cas par année. Okay. Encore, tout ça pour dire qu'on a surveillé l'accès aux soins, le nombre de procédures. C'est sûr qu'il y a eu une baisse. Il y a une baisse qui a été observée probablement dans toutes les provinces, Québec, Ontario, Alberta, BC, l'Est, tout ça. Puis, ces patients-là, on ne sait pas exactement ce qui est devenu de ces patients-là. Est-ce qu'ils sont revenus pour avoir une chirurgie plus tard? Ou est-ce qu'ils ont ignoré leurs symptômes? Parce qu'il y a plusieurs choses que de ne pas avoir une chirurgie cardiaque au bon moment, ça n'entraîne pas juste des conséquences genre un décès immédiat. Il peut arriver que, par exemple, les reins, je vais donner un exemple, les reins, le foie, la fonction des reins, la fonction hépatique dépend beaucoup de la fonction cardiaque. Par exemple, si le cœur droit est faible ou s'il y a une mauvaise circulation sanguine, les autres organes vont être affectés. Puis à un moment donné, ce qui peut arriver, c'est que si les reins, par exemple, étaient un petit peu limite, puis que la chirurgie est retardée, bien, ça peut devenir, à un moment donné, que le malade n'est plus un candidat pour avoir une chirurgie cardiaque, parce que c'est quand même assez invasif. Donc, finalement, avoir un traitement médical, puis peut-être mourir ou devenir moins habilité ou moins actif à petit feu. Il peut aussi il y a beaucoup d'exemples où est-ce qu'on a vu des patients qui avaient une chirurgie qu'on appelle élective, là, où est-ce qu'ils venaient pour avoir leur chirurgie genre dans 6 semaines. Cette chirurgie a été retardée, puis finalement, il a fallu qu'ils soient réadmis en urgence. Puis, par exemple, il y a beaucoup de fois où est-ce qu'on a vu des patients qui avaient des fonctions cardiaques normales, qui avaient besoin de pontage ou qui avaient besoin d'une valve ou quelques valves qui doivent être réparées ou être remplacées. On les voit 6 semaines avant, la chirurgie est retardée. Finalement, le patient arrive, puis pouf, on voit que la fonction du cœur a pris un coup entre-temps. Donc, il s'est passé quelque chose. C'est pas que le patient est venu à l'urgence pour un infarctus, mais il y a des petits dommages. Et les patients, parfois, sont stoïques, parfois sont trop stoïques. Puis c'est un des messages qu'on avait. Ignorez pas vos symptômes. Tout à fait. Si vous n'êtes pas bien, si vous pensez que vous faites de la grosse indigestion ou que chaque fois que vous allez marcher, vous allez manquer de souffle ou vous avez de la douleur à la poitrine, il faut consulter. Puis, encore une fois, la maladie cardiaque, c'est grave. Ça tue le plus d'êtres humains de toutes les maladies qu'on connaît. Mais la beauté des maladies cardiaques, c'est que 95% du temps, on peut la traiter. On peut non seulement la prévenir,
puis on peut la prendre en charge avant, parfois qu'elle ait besoin de quelque chose d'extrême comme une chirurgie ou une transplantation. Mais souvent, on peut la traiter. On a vraiment un gros armamentarium de traitements possibles pour régler les problèmes. Donc, la détection, la reconnaissance des symptômes, la prise en charge sont extrêmement importantes. C'est ce que la COVID, malheureusement, a mis au rencard. Pendant 2 ans, tout ça a été... Il y avait juste 2 choses dont on parlait à l'échelle nationale, puis ça, j'ai déploré ça, puis j'ai parlé... j'ai essayé de passer le message le plus possible sur les plateformes nationales, puis au-delà du Canada, c'est que moi, j'avais l'impression qu'on parlait que de la COVID, puis des maladies reliées des dépendances aux opiacés sur la côte ouest, puis un peu partout au Canada, puis la crise des opioïdes. C'est important, je ne sais pas que c'est pas important, ces 2 affaires-là, bien sûr. Mais il faut se souvenir que même dans les pires jours de la COVID, par exemple, dans les épicentres de la COVID-19, genre à Los Angeles, par exemple, il y avait ces pires jours-là, il y avait plus de gens qui mouraient d'une maladie cardiaque ces jours-là qu'il y en avait qui mouraient de la COVID. Mm-hmm. En plus, c'était en général des gens plus jeunes et avec plus d'années de vie, de perte d'années de vie actives ou genre sur le marché du travail ou à prodiguer, s'occuper de leur jeune famille, des choses comme ça, que les patients qui mourraient. Je ne diminue pas l'impact de la COVID-19, bien sûr, mais il faut vraiment voir les dommages collatéraux qui ont été faits, puis l'importance des maladies cardiovasculaires par rapport au nombre de décès qui sont survenus à cause de la COVID-19. Tout à fait. Je t'écoute, puis tu es évidemment un ardent défenseur de tes malades, là. C'est remarquable, là. Même tu avais écrit un article en 2021, il y a déjà 2 ans, sur l'importance des leaders dans le domaine des maladies cardiovasculaires, de défendre les intérêts des patients. As-tu l'impression, ou avais-tu l'impression pendant la pandémie, que les ressources allaient parfois aux groupes, entre guillemets, qui soit se plaignaient le plus ou qu'il y avait une portion politique, médiatique à ça? Donc, parce que je t'ai vu sur plusieurs plateformes défendre les intérêts des malades, mais comme tu l'as si bien dit, d'autres groupes se manifestaient puis essayaient aussi de tirer leur part du gâteau. Comment? Puis vraiment, les maladies cardiovasculaires ont été mises de côté, beaucoup au profit, beaucoup au profit de l'oncologie au Québec, je ne sais pas en Ontario, mais vraiment défendre l'intérêt ou l'accès aux soins, surtout pour les patients en oncologie, au détriment des autres clientèles, dont la tienne. Donc, comment tu voyais ça, toi, comme un leader dans le domaine qui est obligé de se battre, littéralement, je pense, pour conserver l'accès? Ou... Oui, effectivement, il fallait se battre, puis je pense que beaucoup de groupes se sont battus. Puis c'est important, vous savez, Jean-Pierre, la vie, c'est de la politique. Hein. On dit souvent que, tout ça, c'est politique, mais malheureusement, la vie, la condition humaine, même la condition animale, c'est politique. Ça va des relations de couple, des relations de famille, des relations entre amis, bien sûr, le travail, les décisions qu'on fait. Puis même, tu regardes 2 animaux, je ne sais pas si tu as des chats ou des chiens chez toi, tu regardes 2 chats interagir ensemble. Il y a de la politique qui se fait aussi. Hein. Il y a de la mise en situation, puis tout ça, puis ils jouent, ils se font des accroires, comme on dit. Donc, tout ça pour dire que c'est sûr que je pense qu'au point de vue cardiovasculaire, puis au point de vue chirurgie oncologique, puis traitement du cancer, on s'en est relativement bien sorti. Puis c'est important qu'on s'en sorte bien. C'est pas le cas de tous les centres. Mais je pense que certainement à mon institution, par exemple, il y a eu un arrêté qui a été émis un certain samedi soir où est-ce qu'on nous a dit d'arrêter de faire des chirurgies cardiaques. Puis finalement, le leadership de mon institution, dont je fais partie, on s'est mis ensemble et on a dit on ne va pas faire ça. On a 400 patients sur 400 malades. Toi, c'est une directive provinciale, donc ministérielle, qui a dit arrêter les pontages ou arrêter tous les programmes, transplantation, tout. Ouais. Sauf si une chirurgie est considérée comme urgente, vie et mort. Fait qu'à ce moment-là, on avait 400 malades sur la liste d'attente. Okay. Puis on faisait le monitoring de très près des patients qui étaient à risque, qui avaient des événements sur la liste d'attente, puis on savait que c'était pas négligeable. Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites quand même plus ou moins, peut-être un peu servies ou commandé par le gouvernement qui montre que le nombre de patients qui sont morts sur la liste d'attente, par exemple, de chirurgie cardiaque est relativement limité. Mais pour revenir à ce qu'on disait auparavant, il y a plus que de mourir sur une liste d'attente. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. On peut devenir, à un moment donné, les comorbidités peuvent augmenter, par exemple, la friabilité du malade, la capacité de soutenir une intervention cardiaque ou une chirurgie cardiaque peut diminuer.
diminuer parce que le malade est de plus en plus mal en point. Il y a tellement de choses qui peuvent se... La qualité de vie pendant ce temps-là, la présentation peut devenir urgente, passer de élective à urgence. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Je pense qu'en cardiovasculaire au Canada, ça s'est relativement bien passé. Certainement, en institution où j'ai l'honneur et le privilège de travailler à Ottawa, ça s'est très, très bien passé. On a gardé, en militant presque à tous les jours, mais certainement à toutes les semaines, on a réussi à conserver à peu près 95-96% de notre volume de chirurgie pré-pandémie. Puis depuis la pandémie, en fait, on a continué à augmenter. Okay. Donc, on a augmenté d'un autre 20% par rapport à où on était, par exemple, en 2019. Fait que ça, c'est important. Puis je pense que les centres doivent augmenter, mais c'est pas ce qu'on voit partout au pays. Par exemple, je parlais des 31 centres de chirurgie cardiaque, il y en a très peu qui ont augmenté le volume. Puis je pense qu'il devrait avoir une augmentation de volume. Puis si on regarde, par exemple, les autres chirurgies qui ne sont pas cardiaques ou qui ne sont pas oncologiques, il y a vraiment une stagnation, même une diminution. Par exemple, les chirurgies bénignes. Je vais donner un exemple, Jean-Pierre. Puis un exemple qui me tient à cœur, c'est pas directement dans ma spécialité, mais par exemple, une reconstruction mammaire. Je ne sais pas quelle est la situation à Québec ou à Montréal, mais je peux dire que il y a des centres en Ontario, incluant le mien, où est-ce que la liste d'attente pour ce genre de chirurgie-là, qui n'est pas nécessairement une chirurgie de cancer ou qui n'est pas une chirurgie qui sauve la vie, mais qui est très importante pour les femmes qui en ont besoin, la liste d'attente est très, très longue. Puis je suis bon chum avec le chef de chirurgie plastique, puis à mon hôpital, puis c'est un problème. C'est ce genre de chirurgie-là qui sont bénignes, en fait, aurait dû augmenter en termes d'accès, en termes de volume annuel depuis 2019. Puis on se rend compte que non seulement ça n'a pas augmenté, ça a même baissé. Voilà. Alors que la population du Canada, comme tu le sais, continue d'augmenter. De tous les pays du G7, le Canada, c'est celui de loin, dans les 10 dernières années, dont la population augmente le plus rapidement. On est passé à 40 millions maintenant. Puis, donc, on devrait avoir une augmentation des chirurgies, pas seulement des chirurgies cardiaques et des chirurgies oncologiques, mais des chirurgies de hanches, des chirurgies de reconstruction mammaire, des chirurgies, etc., d'épaule, gastro-intestinale. Il devrait avoir une augmentation across the board, comme on dit en anglais, un peu partout, et diffuse. Puis ça, je pense qu'à cause de la COVID, on ne l'a vraiment pas vu. Puis il faut que les ressources soient remises dans notre système de santé pour que les gens continuent à avoir non seulement une quantité de vie, mais aussi une qualité de vie quand ils ont besoin d'avoir une opération. Tout à fait. Écoute, les enjeux à Québec sont sensiblement les mêmes, mais on est presque dans les effets tertiaires de la pandémie, notamment au niveau des ressources humaines, parce que les infirmières ont quitté pour retraite ou pour d'autres raisons. Donc actuellement, pour nous, c'est même difficile actuellement à Québec de revenir à 100% d'activité. Donc, avant d'envisager d'aller à 110 ou 120, il reste un peu de travail à faire. Effectivement. Dis-moi, Marc, si on a parlé beaucoup des effets secondaires ou des victimes collatérales de la COVID, mais si on allait finalement vraiment, là, on revient dans le cœur du sujet, l'atteinte cardiovasculaire reliée à la COVID, l'atteinte cardiaque, donc, parce que c'est une maladie, on a compris assez rapidement au début que c'était une maladie qui attaquait les vaisseaux donc sanguins. Les gens mouraient de problèmes vasculaires. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur pour qu'un patient, finalement, ait une atteinte puis en meure, là, donc, ou au niveau cardiovasculaire? Oui, en fait, je pense que tu l'as bien dit. C'est une maladie qui est complexe. C'est beaucoup plus qu'un virus respiratoire. Ça a des atteintes hématologiques, donc au niveau du sang, puis ça a des atteintes cardiaques. Puis ça peut être même aussi certaines atteintes inflammatoires puis immunologiques à plus long terme. Mais ça, on n'en parlera pas. Puis je suis vraiment pas expert de la COVID, je prétends pas l'être. Moi, ce que j'ai vu en tant que chirurgien cardiaque, c'est sûr, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe des pires cas. Vraiment des cas extrêmes, souvent chez les jeunes personnes, quelqu'un de 20 ans ou 30 ans, qui est en train littéralement de mourir à cause de la COVID, puis qu'il n'y a habituellement pas d'autres maladies. Donc, il faut mettre tout en place pour essayer de sauver cette personne-là. Puis ce qu'on a utilisé en chirurgie cardiaque, c'est soutien, comme tu dis, des poumons, mais aussi du cœur puis du système hématologique. Parce qu'il y a une tendance, surtout dans le temps du Delta, quand on avait probablement le pire isoforme jusqu'à maintenant qu'on a eu, avant Omicron, il y avait tendance à avoir vraiment une coagulabilité excessive, c'est-à-dire que les patients faisaient des caillots. Il y avait des caillots dans les poumons, il y avait des caillots dans les artères importantes de l'organisme, incluant possiblement au cœur. Puis tout ça rajoutait
vraiment une blessure à l'insulte respiratoire que la COVID avait originalement amené. Fait que ce qu'on fait en chirurgie cardiaque pour essayer de sauver ces malades-là qui, en général, sont jeunes, on fait le tirer à peu près à 50 ans. Puis moi, je viens de passer 50 ans, donc j'aurais pas été considéré jeune au point de vue COVID, mais habituellement, ce qu'on utilise, c'est une circulation extracorporelle par oxygénation de membrane. En anglais, on appelle ça ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation. Puis, donc, en fait, c'est une machine qui remplace la fonction pulmonaire complètement. On met des gros tubes dans la veine fémorale. Donc, la veine fémorale, c'est, comme aurait dit Maurice Richard, c'est dans la laine, plus exactement dans l'aine. On ouvre l'aine, des fois, soit d'un côté ou de deux côtés, si on veut séparer la veine puis l'artère. Puis, on commence, en fait, on remplace par une machine qui perfuse, puis oxygénise, puis qui garde le sang non coagulé. On remplace la fonction des poumons et du cœur aussi. Dépendamment si on fait un ECMO veineux artériel ou véno-veineux. Si c'est simplement une maladie de poumon, puis la partie droite du cœur, on va faire un ECMO véno-veineux, ce qui est moins difficile pour le malade. Puis ça, un véno-veineux, on peut le garder. Écoute, on a des patients qui ont été sous soutien ECMO pendant 6 semaines. Puis qui s'en ont sortis, puis qui sont retournés à leur maison. Donc, ça, c'est 6 semaines de coma complet. Peut-être des fois, on appelle une petite vacance de sédation, là, où est-ce qu'on fait juste s'assurer que le patient bouge un petit peu les paupières, la bouche, tout ça, mais c'est vraiment, on pourrait compter que les expos sont revenus à Montréal puis ont gagné la série mondiale quand le patient se réveille. C'est vraiment, c'est vraiment la vie interrompu, très difficile, non seulement sur le malade, mais aussi pour les proches du malade, puis aussi pour l'équipe, parce que c'est des évaluations très, très lentes. Puis on a réussi avec ça, avec le ECMO, peut-être à sauver 50% des cas bien choisis, jeunes, avec vraiment seulement une affection au niveau de la COVID, mais pas quelqu'un genre qui aurait d'autres problèmes de santé qui ferait que là, vraiment, c'est rendu on est dans le territoire de la futilité. Puis, donc, environ la moitié des malades, mais c'est long. C'est long. Puis ça demande énormément de ressources. Puis ça, c'est un autre aspect qui a été très difficile au point de vue du traitement des maladies cardiovasculaires parce que ces patients-là finissent en chirurgie cardiaque. Ils sont dans les soins intensifs de chirurgie cardiaque. C'est une procédure de chirurgie cardiaque, cette procédure d'ECMO-là. Puis ça a besoin d'un soutien puis d'un monitoring de nos perfusionnistes, qui sont les spécialistes qui s'occupent de la machine cœur-poumon, de laquelle on a besoin pour faire nos opérations. Donc, quand ils sont occupés à faire ça, s'occuper des malades de COVID, souvent, on n'est pas capable d'opérer. Puis j'ai dit en moyenne que quand on fait un patient sous ECMO, peut-être que ça équivaut à entre 15 et 25 malades qui ne peuvent pas avoir leur opération exactement au moment où ils devaient l'avoir. Donc, qui reçoivent un délai au niveau de leur opération. Ça fait qu'il faut toujours, c'est des équations un petit peu mentales. Là. Je ne dis pas qu'on a la réponse à tout, mais on fait de notre mieux avec les ressources. Puis ça, c'est pas une question du système de santé canadien. Hein. C'était le même problème à New York, le même problème à Los Angeles, le même problème à Rome. C'est vraiment, dans les pires de la pandémie, avec des cas extrêmes de patients relativement jeunes qui arrivaient en train de mourir. En fait, il fallait prendre des décisions difficiles. Est-ce qu'on essaie de sauver ce patient-là parce que ça vaut la peine ou est-ce que c'est vraiment, on est dans le territoire de la futilité? Puis qu'est-ce qui arrive aux malades qui devront avoir leur chirurgie reportée à cause des efforts qu'on met sur ce malade-là? Sachant que à peu près un malade sur 2 va réussir à passer à travers une fois qu'on fait une ECMO. Pour que les gens comprennent bien le but de la procédure ici, on ne traite pas le cœur, on laisse le cœur se guérir lui-même. Donc, on met le cœur au repos, puis on se croise les doigts, entre guillemets, en espérant que ça prenne le bon bord. On met le cœur et les poumons au repos. On arrête la ventilation des poumons aussi. Puis ça, c'est controversé. À quelle fréquence qu'on fait, genre ce qu'on appelle une bronchoscopie, qu'on va voir dans les bronches. Parce qu'on fait une bronchoscopie, on crée un peu d'inflammation, mais on enlève du mucus, on enlève de ces sécrétions virales. Ça n'a pas été encore complètement résolu. Je ne suis pas un expert à ce niveau-là, mais c'est ce genre de questions qu'on se pose à chaque jour. Est-ce qu'on actionne les poumons ou pas? Est-ce qu'on actionne le ventilateur pour que les poumons bougent un petit peu ou est-ce qu'on les laisse complètement
au repos. Ça a passé de 180 degrés à 180 degrés pendant la pandémie, ce genre de questions-là. Combien de temps? Si on n'a pas de... On a vu parfois ce qu'on appelle en anglais letharization. On a vu des poumons, malheureusement, qui n'ont pas récupéré du tout, qui sont passés à une espèce de substance qui ressemble à du cuir. Donc, on fait un CAT scan, puis on se rend compte que le poumon est vraiment très fibrotique. Puis, il y a quelques-uns de ces patients-là extrêmement sélectionnés qui ont dû recevoir une transplantation pulmonaire, une greffe pulmonaire, et puis qui s'en sont sortis. Mais là, vraiment, on parle de quelqu'un qui a besoin d'une greffe pulmonaire à cause de COVID. On parle de moins de 1 patient sur 100 qui va sortir d'une situation comme ça. Tu me corrigeras, mais une atteinte cardiaque par un virus, ce n'est pas nouveau. Les cardiomyopathies virales, ça existait avant la COVID, donc, mais pas avec la même intensité, pas avec la même fréquence, ou c'est quelque chose... Oui, non, c'est une question intéressante. En fait, on voit pas l'atteinte typique que, par exemple, un virus comme le Coxsackie le ferait au niveau de la cardiomyopathie virale, où est-ce que tu as vraiment une dysfonction biventriculaire immédiate. Là. Ce qu'on a eu avec la COVID, c'est différent. C'est un problème d'hypercoagulabilité, c'est un problème de dysfonction endothéliale, c'est un problème, bien sûr, de malfonction respiratoire avec insuffisance cardiaque droite, puis aussi, des fois, il peut y avoir un collapse au niveau de la tension artérielle, de la circulation comme telle. Mais on n'a pas vu d'atteinte myocardique très fréquente, typique, comme par exemple on aurait vu avec d'autres virus de la cardiomyopathie. Encore là, c'est une entité séparée, puis on apprend avec chaque isoforme, le scénario est un peu différent. Puis heureusement, maintenant, on n'est plus dans la phase Delta. C'est sûr que les vaccins ont aidé beaucoup, mais Omicron est beaucoup moins sévère au niveau des patients qui ont besoin d'avoir une ECMO, ce dont je parlais auparavant. Donc, ça doit faire au-dessus d'1 an qu'on n'a pas fait une ECMO pour un COVID-19. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Il y a parfois des effets secondaires bénéfiques à une pandémie. Je vais te donner un exemple. Le Centre universitaire de santé McGill, durant la pandémie, à cause de la diminution de l'accès, a commencé à faire de la chirurgie colique en chirurgie d'un jour. Chose qui aurait été impossible avant, parce qu'on avait des lits. Alors là, les chirurgiens ont dit, si on veut continuer à traiter nos malades, on doit repousser les frontières. Donc, toi, comme chercheur ou comme clinicien, est-ce qu'il y a avez-vous appris des choses durant la pandémie? Avez-vous mis en place des mesures qui, finalement, peut-être à long terme, vont être bénéfiques pour les patients dans la façon de travailler ou transmettre l'information? Et tout à fait, Jean-Pierre. Je pense que ça a été un point saillant, puis ça a été un point central qui nous a permis de passer à travers la pandémie. En fait, 3 choses. C'est qu'un, le travail d'équipe, c'est sûr, a été encore plus rehaussé à cause de la pandémie. On parlait un petit peu de la diminution du nombre de travailleurs de la santé, tout ça, mais je pense que ceux qui sont restés, puis encore un grand merci à tout le monde qui continue à évoluer dans ce milieu, qui peut être difficile, mais qui est aussi très enrichissant, je pense. Je pense que tout le monde s'est resserré les coudes, puis ça a mené une meilleure efficacité. Aussi, on a réussi à mieux triager les malades, c'est-à-dire mieux comprendre
qui devrait aller en premier à une chirurgie, qui peut se permettre d'attendre. Puis on a eu peut-être, moi en tant que chef de service, j'avais un contrôle plus direct là-dessus, puis vraiment une vue d'ensemble qu'habituellement, avant la pandémie, je laissais plus ou moins chacun de mes collègues gérer leur pratique comme bon leur semblait. Mm-hmm. Mais c'est sûr que là, on n'avait pas le choix. Encore une fois, il fallait se resserrer les coudes, il fallait vraiment voir. Puis des fois, certains soirs, dire écoute, cher collègue, peux-tu attendre 2 jours avant d'opérer ce malade-là? Parce qu'un tel opère un autre malade, puis on ne veut pas congestionner les soins intensifs. Il fallait toujours se garder une capacité d'environ 15% en cas qu'il y ait ce fameux tsunami de COVID qui allait nous rentrer dedans, puis que tout le monde allait venir pour avoir besoin d'ECMO. Puis finalement, peut-être la dernière chose, comme tu le dis, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait faire peut-être de façon moins évasive ou des protocoles de récupération après la chirurgie plus rapides. Puis on a vu, par exemple, moi, je fais beaucoup de chirurgie cardiaque à effraction minimale, donc par petite incision. Puis c'est quelque chose où les chirurgies robotiques, c'est quelque chose qui est très, très attrayant dans un contexte de pandémie parce que au lieu d'envoyer les malades à la maison J5, donc le jour 5 après la chirurgie, on peut maintenant les envoyer J2. Donc, c'est ça, comme on dit en anglais, il y a une expression que j'aime bien, puis je vais essayer de la traduire, mais en anglais, on dit Don't let a good crisis go to waste. Donc, il ne faut pas laisser aller une bonne crise, un bon challenge à un gâchis. Il faut vraiment essayer d'en tirer le plus de bénéfices possibles, puis de repenser comment on fait les choses. Puis je pense que c'est ce qu'on a fait avec la COVID-19, avec ce qui nous est tombé dessus. C'est intéressant parce que c'est une devise de politicien d'ailleurs, ça. On parlait de politique tout à l'heure, là, de profiter d'une bonne crise pour faire avancer les choses. C'est une devise de politicien. Est-ce que tes collègues, qui étaient donc sous ta direction, globalement, ont été des bons soldats ou parfois ça générer des conflits ou parfois ça fait ressortir les défauts de personnalité, parfois de certaines personnes qui comprennent moins bien les enjeux ou, évidemment sans nommer personne. Ouais, je vais certainement pas les appeler des soldats parce que je pense que ce sont des généraux aussi. On est tous ensemble. Puis, chirurgien, tu sais, chirurgien, c'est comme un peu des fois, on est tous ensemble, on est dans le golfe d'Alaska sur un crabrier, Mm-hmm. puis on est pris dans une tempête, puis il faut qu'on se resserre les coudes ensemble, puis qu'on passe à travers, puis qu'on réussisse à retourner au port. Puis tout le monde regarde le capitaine, puis le capitaine, c'est souvent chirurgien, puis il est un très bon allié avec ton anesthésiste, mais c'est toute une équipe qui travaille ensemble, puis sans l'équipe, ça marche pas. Ceci dit, mes collègues ont très bien pris ça, mais c'était quand même pas des décisions qui étaient prises à la légère. Écoute, certaines journées, j'avais 4 heures de réunion par jour où est-ce qu'on regardait nos ressources, on regardait les listes d'attente, on regardait les priorités qu'on allait établir pour la journée, pour la semaine. Donc, on travaillait. Je pense qu'il y avait une certaine crédibilité qui était nécessaire, puis qu'on a essayé d'acquérir le plus tôt possible pour être en mesure de prendre ces décisions-là. C'était vraiment, on avait ce qu'on appelait un COVID Command Center, un centre de commande ou centre de contrôle COVID. Puis on se réunissait tous les jours, incluant la fin de semaine, pour voir ce qui se profilait à l'horizon, puis prendre les meilleures décisions possibles. Je suis sûr qu'on s'est trompé certaines fois, mais on a réussi à passer à travers. Puis comme tu disais auparavant, on a tiré les bonnes leçons de cette pandémie. Est-ce que toi, personnellement, comme clinicien, as-tu arrêté complètement tes activités dans les premiers mois, j'imagine? Non, on n'a jamais arrêté complètement. Et toi, comme chirurgien, Marc Ruel, compte tenu que tu étais chef 4 à 5 heures par jour, as-tu continué à opérer ou tu t'es dit, moi, je vais faire l'administration, je vais faire l'équivalent d'un trauma? Non, j'ai continué à opérer. Okay. On faisait ça tôt le matin puis le soir. J'aimerais revenir sur ton rôle de défenseur des patients atteints de maladies cardiovasculaires. Comment est-ce que c'est un enjeu pour toi dans le pire de la crise de dire, moi, je dois défendre les patients atteints d'une maladie cardiovasculaire, mais je dois également comprendre les besoins des patients en oncologie? Parce que c'est un petit peu, j'imagine, dans ton Command Center dont tu parlais, il y a probablement qu'il y avait un peu de ça, là, de dire, est-ce qu'on va faire le pontage de ce patient-là ou faire la pancréatectomie d'un autre patient? Est-ce que c'était quelque chose qui était un peu dans l'air, là, c'était un peu là, cette lutte pour l'accès aux soins? Oui, en fait,
dans notre cas en particulier, nous, on travaille dans un institut de cardiologie. En fait, un institut cardiologique, que je dirais plutôt dire qu'un institut, parce que c'est plus exact de dire institut cardiologique parce qu'il y a de la chirurgie cardiaque, bien sûr, de l'anesthésie cardiaque, de la prévention. C'est pas tout de la cardiologie. Donc, au niveau des ressources, nous, c'était tout à ce niveau-là. Ça fait que même à l'intérieur, par exemple, du profil cardiologique, des ablations en électrophysiologie, par exemple, ça, on a mis le frein là-dessus. OK, je comprends. Parce que ça n'a pas les mêmes applications au niveau survie à court, à moyen terme et à long terme. Que, par exemple, offrir des chirurgies cardiaques ou programme d'infarctus. Fait que c'est sûr, il y a des choses qui n'ont jamais cessé, genre le programme d'infarctus du myocarde, où est-ce que quelqu'un arrive avec une élévation des segments ST, puis doit avoir un PCI de façon immédiate, là, ou faire ouvrir l'artère, etc. Puis la chirurgie cardiaque, habituellement, on a sélectionné des malades chez qui, par exemple, on a fait une liste, j'ai demandé à tous les chirurgiens de faire leur liste de patients de classe A. Bon, c'est un terme un petit peu naïf qu'on a utilisé, mais classe A, ça veut dire quelqu'un qui est à risque soit d'avoir une morbidité importante ou même une mortalité s'il y a un délai au niveau de la chirurgie. Donc, pendant peut-être presque 1 an au total, là, à l'intérieur de toute la durée de pandémie, on a opéré que des patients de classe A. Puis les patients qui avaient des chirurgies plus électives ou des choses qui peuvent durer là, plusieurs mois, plusieurs années sans causer de mortalité ou de morbidité importante. Alors, ces patients-là ont entendu. OK. Comme leader, toi, comme dirigeant, est-ce que tu as eu à l'occasion à prendre des décisions qui avaient un impact sur la vie des patients ou qui pouvaient occasionner des décès, si tu veux, de façon secondaire? Malheureusement, c'est une très bonne question, puis j'aime pas trop répondre à ça, mais il y a eu certaines... C'est parfois en chirurgie cardiaque, des fois, on va, entre guillemets, essayer une opération chez quelqu'un qui n'a vraiment pas d'option, puis qui est en train de mourir. Puis on va être franc avec la famille. Des fois, le patient ne peut pas parler. Souvent, c'est des cas où est-ce que le malade est intubé, est déjà sous ballon intra-aortique. Puis on va dire, écoutez, la mortalité est de 75%. Il y a peut-être une chance qu'il va passer à travers la chirurgie puis qu'il va pouvoir récupérer, mais c'est sûr que si on ne l'opère pas, c'est 100%. Si on l'opère, c'est peut-être 20% ou 25%. Ces patients-là, dans le pire de la pandémie, alors qu'on a des malades sous ECMO, est-ce qu'on a pu les opérer? Non. Non, c'est certain. Il y a certains groupes de malades comme ça en chirurgie cardiaque où est-ce qu'on... C'est très controversé par rapport à savoir si on devrait offrir une opération. Les malades qui ont plus de 50% de taux de mortalité de risque, puis il y a des calculateurs de risque autour de ça. Je vais donner un autre exemple. C'est quelqu'un qui est dépendant des drogues intraveineuses, qui a déjà eu une chirurgie cardiaque à cause d'une infection du cœur, puis qui revient avec une autre chirurgie, et qui revient avec une autre infection, qui a encore besoin d'une chirurgie, puis qui consomme encore. De plus en plus, ce qui se profile à l'échelle canadienne, c'est que ces patients-là, on ne peut pas leur offrir une deuxième chirurgie parce que c'est presque palliatif. On sait que statistiquement, que si quelqu'un a déjà eu une chirurgie cardiaque, qui consomme encore des drogues intraveineuses, puis qui reviennent, les chances qu'on va pouvoir sauver ce malade-là sont presque zéro. Faibles. Marc, c'est très intéressant. Écoute, on pourrait continuer pendant des heures. On aura peut-être l'occasion de reprendre la discussion. J'aime conclure mes entrevues avec une petite section baguette magique. Donc, ça permet de sortir l'enfant en nous. Donc, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé par magie, ce serait quoi ton premier choix? Moi, je trouve que notre système de santé, écoute, je suis peut-être relativement pas trop mal placé pour en parler, mais je trouve que notre système de santé est énormément axé vers les procédures. Puis ça, c'est quelque chose qui me frappe. Puis écoute, Jean-Pierre, comme moi, tu es chirurgien, puis je suis rendu probablement au-delà de 4000 chirurgies cardiaques dans ma vie. Puis je pense qu'on est bien placé pour en parler, mais il me semble que c'est tellement axé sur les procédures, puis de s'occuper d'un malade, par exemple, puis de passer du temps, puis surtout au point de vue cardiovasculaire, parce que ça nous implique beaucoup. Il y a tellement de choses qu'on peut prévenir. Il y a tellement de procédures
qu'on peut prévenir avec une bonne prise en charge. Mhm. Puis même pour les médecins de famille qui, un, sont sous-payés, puis deux, n'ont pas le temps, puis sont surmenés de travail, il y a une espèce de gap, il y a un manque, moi je trouve, dans le système de santé présentement. Là. Tout l'aspect préventif. Je ne veux pas parler de médecine traditionnelle, tout ça, mais il y a quand même certains aspects des médecines traditionnelles que je pense qu'on est en train de manquer présentement, parce que tout est axé sur une procédure. Puis même certains médecins de famille, ils n'ont plus le temps de voir les malades, ou ils veulent faire de la recherche, ou ils veulent faire de la procédure, du Botox, tout ça. Mhm. Puis je pense que de trouver une ou un bon médecin qui passe du temps avec les malades, qui s'occupe vraiment de la personne, l'aspect holistique du patient, ça vaut son pesant d'or. Mhm. Puis c'est pas moi qui fais ça. Moi, je fais des procédures, puis c'est pas toi non plus. Peut-être qu'on le fait avec certains patients qu'on choisit de pas opérer ou qu'on suit à long terme, tout ça. Mais c'est quelque chose qui me fascine, moi. Puis je pense qu'on devrait peut-être mieux valider ça, puis valoriser cet aspect-là. Je pense qu'il y a bien des gens du public qui ne savent pas, mais par exemple, supposons que vous passez une demi-heure avec votre médecin de famille, vous parlez de vos facteurs de risque cardiovasculaire. À la fin, là, ce que votre médecin de famille va recevoir, là, je vous garantis que c'est moins qu'un plombier qui va venir une demi-heure à votre maison. Beaucoup moins. Ça va être une petite fraction de ce que votre plombier va recevoir. Mhm. C'est sûr, la plomberie, c'est important, mais de passer du temps avec un médecin en personne, puis d'avoir votre médecin essayer d'optimiser certains aspects de votre vie, visant une longévité et une qualité de vie, je pense que c'est important aussi. Plus de prévention. Oui, plus de prévention, plus de prise en charge médicale, d'optimisation, comme si c'est changer des médicaments, tout ça, c'est très long, c'est compliqué. La pharmacie appelle, tout ça. Puis au bout du compte, c'est incroyable. Le public ne se rend pas compte combien c'est pas valorisé, même par notre système de santé. Mhm. Puis par même permettre à ces médecins-là qui font ça très bien de survivre puis de payer leur compte puis, à la fin du mois, là, puis leur personnel. Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour, dans ton cas, peut-être faire un tour de bateau, puisque c'est une de tes passions, donc, ou prendre un café, ce serait qui? Écoute, merci de l'invitation au podcast, puis c'est un podcast québécois, mais c'est sûr que moi, une de mes idoles, quelqu'un qui me fascine beaucoup, qui est mort de façon très, très dramatique, mais c'est Gilles Villeneuve. Écoute, Gilles Villeneuve, c'est l'exemple typique du gars qui est allé, qui a foncé, qui a fini sur les scènes européennes. Il comprenait pas trop ce qui arrivait. Puis c'est un exemple de talent québécois, tête brûlée, vas-y, puis finir la course avec un pneu crevé à 300 km/h. Puis c'est vraiment savoir, c'est quelqu'un, c'est ineffable. Je veux dire, ça dépasse la réalité. Puis je pense qu'il y a toute une espèce de culte autour de lui. Puis qui continue, même en Europe, disant qu'il n'y a jamais eu personne comme lui avant ni après. Hein. Mm-hmm. C'est sûr, ça serait intéressant de connaître ce gars-là qui voulait vivre dans sa caravane en Europe, en Toscane, tout ça. Qui se promenait et qui voulait manger ses hamburgers. Tout ça. Je trouve que c'est une espèce de stéréotype du héros québécois que je trouve très, très intéressant. C'est sûr que ça a été une grosse perte pour le pays, mais c'est quand même un symbole qui perdure, je pense, pour la détermination, puis le talent, puis l'espèce d'aspect fonceur que les Québécois peuvent avoir, dont je suis très fier. Là. Écoute, c'est un excellent choix. J'avoue que je ne l'avais pas vu venir, là, mais je suis un fan fini de Gilles Villeneuve. Pour la petite histoire, je ne sais pas si tu sais comment Gilles Villeneuve s'est retrouvé en Europe. Qui a ouvert la porte pour lui? Je ne sais pas si tu connais cette partie-là de l'histoire. Pas au courant. C'est un pilote britannique qui s'appelait James Hunt, qui était un grand opposant de Niki Lauda. Le film Rush sur Niki Lauda, l'autre pilote, c'est James Hunt. Et James Hunt était venu courir au Grand Prix de Trois-Rivières. Et Villeneuve l'avait battu. Et Hunt était retourné en Europe, avait parlé aux têtes dirigeants de la F1, puis avait dit, écoutez, ou avait parlé à un propriétaire d'écurie, il dit, écoutez, si j'étais à votre place, là, je regarderais ce conducteur de motoneige-là qui m'a battu à Trois-Rivières. Et donc, ça a été le début de la carrière de Gilles Villeneuve à une autre époque, mais écoute, c'est fascinant. C'est un excellent choix, écoute. Sur les plus de 100 invités que j'ai eu à date, je dois dire que je partage ce coup de cœur.
Dis-moi, Marc, est-ce que tu supportes une fondation, j'imagine, autour de la fondation de ton hôpital ou une autre cause qui te tient à cœur, peut-être même à l'extérieur du domaine médical? Ben, c'est sûr que quelque chose, une fondation qui me tient à cœur, ben, c'est sans jeu de mots, mais comme tu disais, j'aime beaucoup mon institution, l'Institut cardiologique d'Ottawa, le Ottawa Heart Institute. C'est sûr qu'on est très, très efficace au niveau de production des soins. On a réussi à naviguer la pandémie. On a pris de l'expansion. C'est une institution dont je suis très fier. Puis il faut se souvenir que même si une institution aspire au plus haut firmament, le remboursement envers cette institution est exactement le même qu'une autre qui a de la misère à faire, à offrir des soins de qualité. Ceci dit, je vais essayer de bouger. Ce qui m'intéresse, peut-être, moi, une cause que j'ai particulièrement à cœur, encore sans jeu de mots, c'est celle des marginalisés. Puis en fait, c'est pas nécessairement seulement les marginalisés humains. Il y en a beaucoup des marginalisés, les gens en prison, les gens les pauvres, les gens qui ont eu des problèmes de toutes sortes. Mais il y a d'autres sortes de marginalisés aussi. Ça peut être des animaux, ça peut être des arbres, ça peut être ce qu'on fait. C'est ceux qui, malheureusement, envers et contre tous, se retrouvent pris puis se retrouvent diminués à cause des activités des autres. Puis, je vais donner un exemple. J'ai un cousin, c'est une histoire incroyable, mais j'ai un cousin qui est frère capucin, qui, après une longue attente, une longue réflexion, a décidé d'entrer dans les ordres mineurs capucins. Puis lui, il s'occupe encore des marginalisés, incluant des gens en prison qui ont fait des choses horribles, que la société verrait comme étant indescriptibles, puis vraiment des pires crimes, là, des choses les plus sordides que tu peux imaginer. Puis lui, il avait décidé de s'occuper de ces gens-là, d'aller les rencontrer, puis d'aller causer avec eux, puis de leur donner du soutien moral, puis d'échanger avec eux. Ce qui n'est pas facile. Puis même une fois, il s'est fait battre par un de ces prisonniers-là. Mm-hmm. Le gars, il a ramassé la tête, tout ça. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Une fois qu'il a été guéri, quelques semaines plus tard, il est retourné, puis il a continué à faire la même chose. Mm-hmm. Donc, c'est quand même... je suis pas sûr que moi je serais capable de faire ça. Puis j'admire les gens qui s'occupent des marginalisés de toutes sortes. Mm. Une dernière pensée ou un conseil avant de conclure? Ben écoute, je pense qu'on... Tu peux la savoir, ce qu'on a dit, c'est que la maladie cardiovasculaire, ça peut souvent être prévenu par un bon style de vie, une bonne prise en charge. Puis si on n'est pas capable de la prévenir, souvent on peut la guérir. Faut pas laisser la COVID ou la future pandémie ou la future maladie à la mode du jour, si tu veux, nous faire oublier que la maladie cardiovasculaire, c'est ce qui tue malheureusement le plus d'êtres humains. Puis j'apprécie beaucoup aujourd'hui qu'on ait eu la chance d'en parler ensemble, puis j'espère que ça sera d'une quelconque utilité pour ton public et ton auditoire. Marc, merci. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.